Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la Porte de Versailles, à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Les biosolutions sont-elles efficaces? C'est le thème de ce débat. Et pour en débattre, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Longevial. Bonjour. Bonjour Denis, vous êtes directeur général d'IBMA France. IBMA, c'est quoi? IBMA, c'est l'association des entreprises du biocontrôle, qui représente 90% du marché du biocontrôle, donc une belle représentativité. Très bien. À vos côtés, Alicia. Bonjour Ali. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tous. Enseignant-chercheur à Junia. Alors Junia, c'est? Alors Junia, c'est une grande école d'ingénieurs qui forme les ingénieurs de demain dans différents domaines. Et le domaine pour lequel aujourd'hui on est ici, c'est pour le domaine de l'agriculture et tout ce qui concerne aussi l'agroalimentaire, mais aussi l'environnement. Très bien. À ma gauche, Alexandre Bocage. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes cofondateur de Veragro. Veragro, il faut expliquer. Oui, avec grand plaisir. Donc Veragro, tout est dans le nom. Vert pour le ver de terre, agro pour l'agroécologie et l'agronomie, et grow pour pousser en anglais puisqu'on a des ambitions internationales. Donc on fabrique des biostimulants. Merci beaucoup. À vos côtés, Bachar Blal. Bonjour Bachar. Oui, bonjour. Vous êtes directeur des opérations de Alga Energy France. Et là, il faut nous expliquer aussi Alga Energy. Oui, Alga Energy est une entreprise leader mondiale au niveau de l'offre de biosolutions à partir d'extraits de microalgues. Donc les microalgues qu'on peut aussi classer dans le groupe de phytoplancton qui développent ces solutions-là pour l'agriculture. D'accord. Et à vos côtés, Sophie Trouvelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Bourgogne. Alors, est-ce que vous pouvez plus présenter l'université? Bien sûr, plus spécifiquement au niveau de l'Institut universitaire de la vigne et du vin. Et on va former les futurs techniciens viticoles et les futurs œnologues également. Bon, alors pour bien débuter, on va donner quelques définitions. Denis, par exemple, les solutions de biocontrôle et biostimulants, est-ce que vous pouvez nous expliciter? Alors en fait, le plus simple, c'est de les caractériser de façon très générale. Quand on est sur le biocontrôle, on va lutter contre les stress biotiques. Les biostimulants seront plus concernés par les stress abiotiques. Et si je me concentre sur le biocontrôle, qui est plus de ma partie à IBMA, le biocontrôle en fait va être une alternative aux produits phytosanitaires conventionnels. On va le retrouver dans 4 grandes familles de produits, des macro-organismes, des insectes, des acariens, des nématodes. Dans les micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons. Dans les médiateurs chimiques, principalement des phéromones, des kéromones ou des allomones. Et enfin, dans les substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Donc ces 4 familles de produits composent la grande famille des produits de biocontrôle qui utilisent des mécanismes naturels pour lutter contre les stress biotiques. Et en face, on aura les biostimulants qui luttent contre les stress abiotiques. Et peut-être que mes voisins de table pourront donner une définition plus précise sur la partie biostimulant. Allez-y. Si je devais apporter une définition aussi bonne que celle que Denis a fait pour les biocontrôles sur les biostimulants, je dirais que c'est en effet pour les stress abiotiques. Et c'est tout aussi important d'utiliser donc des biostimulants, puisque les stress abiotiques, c'est aussi le changement climatique. Donc le manque d'eau ou la différence de manque d'eau, le sécheresse, la différence d'apport de soleil, de température. Et puis aussi derrière toute la maximisation d'utilisation des nutriments par la plante. Donc des nutriments qui soient organiques ou chimiques. Et donc on sait qu'aujourd'hui les engrais sont de plus en plus chers. Et donc maximiser leur assimilation par les plantes permet de lisser donc les rendements des bonnes années ou des moins bonnes années, et ça va tendre vers ça. Donc je dirais que c'est ça aujourd'hui les biostimulants, c'est un petit peu l'actimel, c'est l'actimel de l'agriculture, c'est le Red Bull, pour pas faire de pub puisqu'ils en ont assez, de l'agriculture. Alimentaire là, et dans les algues. L'intérêt pour compléter ça justement, c'est que par rapport au biocontrôle, on a un ennemi en face qui est un parasite, alors que quand on passe par les biostimulants, on va passer via les processus internes de la plante. Et c'est ça qui fait la finesse de ces produits, c'est que c'est des produits qui sont généralement appliqués à faible dose et qu'il faut apporter pour stimuler les processus internes des plantes. Et qui vont aller donc fonctionner sur plusieurs processus, nutrition, résistance au stress hydrique, etc. Sophie, vous avez votre définition Pour aussi. compléter ce que vient de dire Bachar, c'est qu'effectivement, la différence, c'est que les biostimulants vont jouer sur la santé à travers la nutrition, etc., mais ne sont pas des produits de protection en tant que tels. Et Ali? Et bien sûr, il y a quand même aussi un point commun entre les deux, c'est le terme bio, parce qu'ils sont tous les deux, bien sûr, d'origine naturelle. Et tout simplement, c'est des leviers qui vont tout simplement intervenir pour la santé de la plante au sens large,
la santé notamment liée à tout ce qui concerne le stress biotique, donc les agents phytopathogènes, les ravageurs aussi, ça concerne aussi les adventistes dans certaines situations. Et puis les biostimulants, c'est là aussi pour accompagner la santé de la plante, pour les carences par exemple, qui peuvent se présenter notamment au champ, et aussi par rapport au changement climatique, parlons pas du stress hydrique, etc. etc. Denis, deuxième question, ça se développe, ça marche le biocontrôle? Alors, le biocontrôle se développe bien. On est sur des croissances à 2 chiffres depuis déjà au moins une décennie. Il y a eu un vrai coup d'accélérateur il y a près de 10 ans lorsque le biocontrôle est entré dans le code rural avec une définition précise et des mesures spécifiques pour accompagner le développement du biocontrôle. Aujourd'hui, en fait, si en 2014, on était à moins de 5% du marché de la protection des plantes avec des produits de biocontrôle, en 2021, fin 2021, nous étions déjà à 13% et on chemine vers les 30% d'ici la fin de cette décennie, d'ici 2030. Et un jour ou l'autre, on sera à 100%. Alors, on sera certainement proche des 100%, peut-être pas réellement à 100%. En fait, le biocontrôle sera performant et sera performant demain encore plus par la combinaison des techniques et des solutions. Donc on aura le biocontrôle, les biostimulants en feront partie, même s'ils ne sont pas précisément sur la protection de la plante au sens santé des plantes, et d'autres techniques, l'agronomie, les agroéquipements, la robotique, etc. La combinaison de tout ça. Alexandre, comment vous jugez justement la demande pour biostimulants? En fait, pour reprendre le terme, c'est aussi une croissance à 2 chiffres, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et je tiens aussi à féliciter les agriculteurs français parce que la France est le premier consommateur de biocontrôle et de biostimulants en Europe. L'Europe est leader dans ces solutions, avec évidemment l'Amérique du Nord. Et pour avoir voyagé un petit peu donc en Afrique, en Amérique du Sud, ce sont des pays, donc la France et l'Europe, très regardés par rapport aux solutions mises en place. Donc en effet, il y a des leviers réglementaires pas faciles pour les agriculteurs, mais qui aussi challengent l'adaptation et qui permettent d'aller vers ces solutions. Et c'est en combinant les solutions, les agroéquipements, la robotique, qu'on va pouvoir trouver des solutions plus durables pour produire, je dirais, autant si ce n'est plus, et préserver l'écosystème, préserver les insectes. Donc l'attraction des biostimulants en France est bonne et il faut qu'elle continue à l'être. Bachar. Alors, sur l'ensemble, quand on regarde le paysage de l'utilisation de ces produits sur les 20-25 ans, effectivement, on a des croissances qui sont très significatives. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que les agriculteurs vont aussi apprendre à utiliser ces solutions, parce qu'on ne va pas leur apporter uniquement une solution précise pour une fenêtre, mais il faut qu'ils apprennent à utiliser à la fois les biosolutions en tant que biostimulants et de biocontrôle. Donc il y a cette notion de programme qui commence à voir le jour, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant, avec nos biosolutions, de leur apporter des programmes qui, avec le temps, vont aller remplacer progressivement, voire peut-être du 100% d'ici peut-être une décennie. Denis, est-ce qu'ils sont efficaces ces produits de biocontrôle? Bien sûr que oui. Il y a une chose qui est parlante en fait pour les auditeurs, pour les personnes présentes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. C'est en fait les produits de biocontrôle, pour être utilisés, doivent avoir une autorisation de mise sur le marché. Les macro-organismes, c'est une catégorie à part, ils doivent répondre à une réglementation nationale. Les autres produits, à base de micro-organismes, médiateurs chimiques, substances naturelles, doivent avoir une autorisation de mise sur le marché. Et cette autorisation, en fait, est délivrée en France par l'ANSES et doit notamment l'ANSES veille à l'efficacité du produit, plus aux risques sanitaires et environnementaux qui sont mesurés par l'ANSES. Mais il y a cette notion d'efficacité qui est aussi contrôlée par l'ANSES au moment de la mise sur le marché de ces produits. Et je pourrais en reparler, je vois que mon Ali veut intervenir, mais il y aurait d'autres choses à dire sur l'efficacité. Mais bien sûr, ces produits sont efficaces. Allez-y, Denis. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Denis. Clairement, avant que ça soit autorisé dans le marché, il y a quand même une évaluation, une autorisation, parce que c'est efficace. Donc il y a quand même des évaluations qui sont faites. Après, ici, c'est une question qui n'est pas vraiment simple, très complexe, puisque ça dépend dans quel sens on peut l'interpréter, cette efficacité. Si c'est clairement en comparaison par rapport aux phytosanitaires conventionnels, c'est clairement beaucoup moins efficace. Parce que c'est naturel, avec les contraintes du naturel, la complexité des mécanismes naturels, mais aussi la biodégradation qui est beaucoup plus rapide
la disparition rapide aussi de ces solutions dans la nature qui est quand même assez accélérée, etc. Tout ça a fait que justement on a quelque chose qui est beaucoup moins efficace que ce qu'on a connu jusqu'ici, en tout cas après la révolution verte. Mais une dernière chose, c'est que la preuve de concept que ça marche, ça c'est prouvé. Nous à Junia, on fait des travaux notamment pour montrer l'efficacité de ces solutions sur un certain nombre de modèles. C'est fait aussi chez beaucoup de nos partenaires, à la fois académiques mais aussi industriels. Donc la preuve de concept, elle est là. Et le challenge maintenant à nous, c'est justement comment accompagner ce transfert au champ et mieux positionner ces solutions chez l'agriculteur de façon à contribuer dans son éthique à mieux lutter, contrôler notamment les nuisibles dans la culture. Denis Voilà. avait l'air moyennement d'accord sur le moyennement efficace. Non, et même beaucoup moins efficace, je crois, disait Ali. En fait, je voulais simplement préciser qu'effectivement, quand on compare ces produits, qu'on compare un produit A biocontrôle avec un produit B phyto, on peut se dire, tiens, l'efficacité est moindre. En fait, c'est vraiment d'une nouvelle stratégie qu'il s'agit et il faut utiliser ces produits combinés avec d'autres techniques pour justement tendre vers une efficacité équivalente. Et on a des témoignages, on réalise tous les ans des entretiens success story avec notamment des agriculteurs. Jean-Paul, tu connais bien le sujet puisque tu en es l'animateur. Et ces agriculteurs nous disent parfois, j'ai trouvé avec le biocontrôle plus d'efficacité qui répondait à mes problématiques parce que combiné avec d'autres techniques. Et l'autre sujet que je voulais dire sur, effectivement, on a la preuve de concept comme le dit Ali, mais c'est même bien plus loin puisque en fait ces produits sont utilisés pour certains depuis plus de 10 ans. On a fêté les 20 ans de la protection avec les techniques de confusion sexuelle dans les vergers par exemple. Et aujourd'hui ces produits se déploient. Donc en fait, au-delà de la preuve d'efficacité, on a la preuve par l'exemple. Et on voit plus de 90% des vergers en France, pommes-poires, qui utilisent les techniques de confusion sexuelle. Il suffit d'aller dans les vergers pour voir. Au salon, on peut même aller voir les vergers éco-responsables qui en parlent très bien, bien mieux que moi. Et d'autres filières également sont des belles démonstrations en fait pour montrer que ça marche et que c'est efficace. Ali, les biostimulants, ils sont efficaces ou pas? Attention, Alexandre, écoute. Non, il y a clairement des success stories, notamment pour le biocontrôle, comme le dit très bien Denis, mais aussi pour les biostimulants, hein, clairement. Après, les biostimulants, ça reste quelque chose de plus complexe pour évaluer l'efficacité, parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est que justement, il y a la tolérance au stress abiotique, mais sachant que les biostimulants aussi, leur revendication, c'est l'amélioration de la nutrition des plantes, par exemple. La façon comment les plantes se nourrissent par exemple de moyens qui sont disponibles dans le sol comme le phosphore, l'azote, etc. mais avec une meilleure efficacité d'assimilation. Donc ça c'est très difficile à assumer, à mesurer, etc. Et puis autre chose c'est aussi le rendement, c'est-à-dire que les biostimulants aussi revendiquent une augmentation de la qualité, de la quantité de rendement, etc. Indépendamment du stress abiotique ou biotique, etc. Donc c'est pas évident aujourd'hui parler voilà, d'efficacité vraiment assez généralisée ou pas. Enfin voilà, donc ça c'est... Je dirais que ça dépend des produits et il y a des sols différents, des cultures différentes, des pratiques différentes. Et ce qui est important, c'est que les agriculteurs finalement testent eux-mêmes les biostimulants dans lesquels ils croient et dans lesquels finalement vont convenir le mieux à leur culture. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va pouvoir passer de plusieurs centaines, dizaines, centaines, milliers de produits mondiaux à peut-être quelques centaines de produits demain. Alors Sophie, la question qui tue, elle est pour vous. Est-ce qu'on peut dès aujourd'hui se passer des itinéraires traditionnels avec des pesticides? Alors typiquement, il y a déjà des preuves de concept qui existent. L'agriculture biologique se passe déjà des phytosanitaires de synthèse. Donc ça marche, oui. Par contre, dans l'agriculture biologique, il reste encore certains produits qui vont être délétères ou nocifs pour l'environnement. Et là, les biocontrôles ont aussi toute leur place dans ce type de stratégie. Donc oui, on sait déjà se passer des produits de synthèse. Maintenant, des itinéraires encore plus respectueux de l'environnement sont importants à déployer. Au-delà de l'efficacité, il y a d'autres enjeux à voir. On parlait de l'efficacité. Oui, il n'y a aucun doute. On sait très bien quand on voit que depuis plus de 20 ans, et Sophie l'a dit, il y a des systèmes de production sans produits de synthèse. Il y a un point qui est important, c'est que la mise sur le marché demande souvent des efficacités. Et ce qu'il faut, c'est que les méthodes d'évaluation de ces produits, elles puissent aussi bouger avec les modes d'action. Quand on a un produit phyto classique, on sait qu'il va détruire par exemple la paroi d'un champignon,
pathogènes. Mais quand on a un produit biologique, il faut qu'on adapte, et il y a du travail qui se fait, mais il faut qu'on adapte la méthode d'évaluation parce que les modes d'action sont plus complexes. Quand vous avez un produit, parfois, il n'y a pas qu'un seul mode d'action, on a 2, 3, 4 modes. Donc c'est très important. Donc, s'il y a adaptation, s'il y a changement, etc., il faut former, Denis. Les techniciens, par exemple. C'est clair, c'est un enjeu fondamental. Alors, à IBMA, on l'a identifié déjà depuis une dizaine d'années. On a créé l'Académie du biocontrôle qui est aujourd'hui autonome, développe ses formations en étant indépendante d'IBMA. Mais il faut aller plus loin, il faut accélérer ces formations sur ces nouvelles techniques, à la fois pour les acteurs qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà les professionnels d'aujourd'hui, mais aussi pour la nouvelle génération. On arrive, et on en parle beaucoup ces temps-ci, avec ce renouvellement des générations, ce défi démographique ou cette transition démographique. Et donc, il s'agit bien de formations initiales qu'il faut renforcer et enrichir sur ces nouvelles techniques. On est aujourd'hui avec Junia, et c'est une belle référence à ce sujet, mais aussi sur les formations continues. Donc, pour cela, en fait, à IBMA, nous sommes investis dans 2 grands axes. Un axe déjà pour faire un état des lieux, voir où nous en sommes dans les formations sur ces techniques, qu'on soit en formation initiale ou continue. Et donc il y a un grand projet dont nous sommes plusieurs partenaires à réaliser cet audit qui sera mené sur le premier semestre, probablement jusque vers septembre-octobre, qui s'appelle le projet Effort to Bio pour l'acronyme. Et on a un deuxième projet très important qui là va nous amener à horizon 2026, mais dès cette année, avec le développement de formations digitales niveau expert pour 5 grandes filières agricoles. Ce qu'on appelle les MOOC. Le forme de MOOC. Très court la réaction, s'il y a une réaction. Pour dire justement que la formation aujourd'hui, elle est présente clairement chez les professionnels pour accompagner les professionnels qui sont déjà en place. Mais il y a aussi beaucoup d'intégration de ces outils dans les formations aussi pour les ingénieurs de demain, les professionnels de demain, notamment dans différentes formations. Si je prends l'exemple de Junia, justement, on a des formation en agriculture où on a énormément d'intervenants sur le biocontrôle. On a même un module biocontrôle qui est animé par mes collègues et moi-même. Et par ailleurs aussi, on a cet intérêt pour associer le digital pour le biocontrôle, puisqu'on a une interaction entre les scientifiques du naturel, on va dire, au sens du vivant, mais aussi des professionnels du numérique dans l'école. Donc c'est tout simplement à notre département qui forme des ingénieurs dans le numérique pour développer des outils d'aide à la décision, pour mieux positionner toutes ces solutions, notamment dans les itinéraires techniques au champ. Alors Alexandre, vous dites ça va pas assez vite. On nous demande d'évoluer dans le type de produits qu'on utilise et la mise sur le marché des biostimulants, c'est trop lent. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'Europe est en construction perpétuelle. Donc, il y a une réglementation européenne qui a évolué concernant les biostimulants. Elle a évolué doucement. Je crois que c'est 2016 les premiers écrits, mis en application l'été dernier par rapport à ce règlement 2019-1009. Et encore qui concerne que quelques substances particulières. Donc ça veut dire on peut mettre sur le marché que quelques substances à l'échelle européenne. Après, il faut aller pays par pays pour demander la fameuse autorisation de mise sur le marché. Et quand on est en France, je dirais que c'est encore plus difficile puisque c'est plus long que dans tous les autres pays. Alors avec des avantages et des inconvénients, puisque l'AMM est quand même une reconnaissance de certains gages de qualité des produits. Mais d'un côté, les agriculteurs ont besoin de solutions rapidement, d'alternatives. Et d'un autre côté, on freine ou du moins on n'encourage pas assez vite le développement de ces solutions. Et je dirais que particulièrement pour les biosolutions en général, on est sur des substances qui sont quand même relativement peu dangereuses, voire quasiment pas dangereuses. Donc on devrait avoir une facilitation des instances pour mettre sur le marché plus facilement en Europe et en France ces produits. Et justement, Bachar, vous avez des exemples de pays où c'est mieux ? Oui, si on part quelques années en arrière, on a des pays où il est plus facile de mettre sur le marché. Je ne vais pas les citer, mais il existe effectivement. Et ça amène les entreprises à développer leur marché plutôt dans ces pays, plutôt qu'en France. Par contre, comme l'a dit Alexandre, effectivement, on est en train d'harmoniser au niveau de l'Union européenne la catégorie des biostimulants. Le biocontrôle est beaucoup plus en avance. Au niveau des biostimulants, il y a une directive européenne qui est applicable depuis, je crois, juillet 2000,
2022 qui permet à une entreprise d'avoir un produit labellisé CE et qui est vendable donc sur l'ensemble de la communauté. Très rapidement pour imager mon propos, nous on utilise du caca de vers de terre pour fabriquer des produits. Je pense qu'à l'échelle mondiale, tout le monde est d'accord pour dire que le caca de vers de terre n'est pas dangereux. Pourtant, il n'est pas dans ce nouveau règlement européen. Donc, on a, nous, l'obligation d'aller pays par pays chercher les autorisations, alors qu'on pourrait le faire à l'échelle européenne pour se développer plus vite et faire de la France un leader sur les biosolutions, techniquement comme c'est déjà le cas, et commercialement comme ça a du mal à être le cas. On arrive quasiment au terme de l'émission. Sophie, est-ce que, quand on regarde demain le futur, on a des bonnes nouvelles en vue? Alors oui, on a de bonnes nouvelles, mais la recherche a encore beaucoup de travail à fournir. Au moins 4 points essentiels. 1, continuer à trouver des nouvelles biosolutions, puisqu'on a parfois certaines cibles qui ne sont pas encore maîtrisées par le biocontrôle. Par exemple, en viticulture, tout ce qui est black rot ou flavescence dorée, il manque des spécialités, donc il faut aller chercher des produits. 2, mieux définir les modes d'action, puisqu'on l'a dit, on est sur des solutions innovantes, donc on a besoin de comprendre les modes d'action pour les appliquer de manière pertinente dans les itinéraires. 3, avoir des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs. Donc là, il faut comprendre l'efficacité, y compris sur le terrain. Et puis 4, avoir un plan stratégique pour les itinéraires innovants, qu'ils soient inscrits dans la durabilité tant environnementale qu'économique, parce qu'il ne faut pas perdre de vue le côté économique. Ali, l'innovation, c'est les startups. Comment trouver des synergies? Comment les aider? Comment aller plus vite? Oui, c'est en favorisant bien sûr l'interaction, mais aussi l'innovation, puisqu'il y a tellement de chantiers pour développer ce domaine de demain, clairement. On ne va pas s'en passer. C'est un enjeu majeur. Et donc voilà, donc il faut favoriser ça par plusieurs façons et donner aussi la chance à la nouvelle génération de nous accompagner dans ça. Et les startups, justement, c'est les entreprises de demain. Et nous, on est là aussi justement pour leur apporter un peu le soutien, mais aussi l'expertise pour démarrer. Voilà, donc on est là pour développer tout ça. Denis? Oui, les perspectives sont aussi heureuses à la fois pour le biocontrôle et les biostimulants. Et je prendrai trois exemples très brefs. Le premier, je l'ai dit, la formation, il y a une vraie dynamique. On l'a vu avec Junia, on le voit avec les grands projets, notamment sur le digital qui se mettent en place. Le deuxième exemple porte sur l'innovation, la recherche et l'innovation. Il y a nos secteurs des biosolutions, biocontrôle et biostimulants, sont identifiés au niveau de la stratégie gouvernementale et de France 2030 comme des secteurs prioritaires. Et un grand défi biocontrôle et biostimulants est en train de se mettre en place pour accélérer dans les 6 ans qui viennent tout ce processus d'innovation. Donc ce serait long d'en reparler, mais il y a un vrai enjeu et une vraie, des perspectives vraiment intéressantes sur cette partie-là. Et le troisième sujet, je reviendrai juste sur la réglementation qui est pour le biocontrôle fondamental, comme pour les biostimulants. Nous sommes en fait dans une phase, si la dernière décennie a vraiment été la phase française pour le biocontrôle, avec une reconnaissance du biocontrôle et des mesures spécifiques, il en reste, mais il y a déjà beaucoup de faits. L'Europe en fait s'empare du sujet et dans la prochaine décennie, on espère bien que le biocontrôle aura aussi sa place avec des mesures spécifiques pour accélérer l'approbation des substances actives. Ali, en une phrase, comment vous intégrez le réchauffement climatique? On l'intègre tout simplement trouvant un compromis, comment designer des itinéraires culturaux, parce que le biocontrôle, encore une fois, les biostimulants, c'est tout simplement des leviers parmi beaucoup d'autres qui sont aussi de demain, agroécologiques. Et l'intérêt justement, c'est tout de suite, l'agriculteur doit clairement revoir la façon comment développer ses cultures, son itinéraire en intégrant la résilience au changement climatique. Et nous ici, par rapport à l'émission, c'est les biostimulants. Donc clairement, il faut favoriser l'application de ces composés, notamment dans les exploitations agricoles. Alicia, Denis Longevial, Alexandre Wokash, Bachar Blal et Sophie Trouvelot, merci beaucoup d'être venus ici en direct du Salon de l'Agriculture, débattre de cette question et surtout merci à vous.